Salut! Alors aujourd'hui je vais vous parler des livres que je pense que je vais donner. J'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque. Et voilà, on va juste les parcourir ensemble. Je les ai lus et finalement je pense que je vais peut-être pas les garder dans ma bibliothèque. Alors on commence par Le charme discret de l'intestin de Julia Anders. Donc ça fait des années que je l'ai lu. C'était une lecture hyper intéressante, évidemment très axée sur, sur la biologie et le corps humain, savoir comment fonctionne l'intestin et quel est le rapport entre cet organe et nos fonctionnements psychiques. J'ai trouvé ça hyper intéressant, il y a vraiment des anecdotes qui m'ont marquée. En fait, le livre débute par quelque chose d'assez troublant. Elle raconte, en fait, donc elle est médecin, passionnée de gastro-entérologie, finalise sa thèse sur ce sujet. Oui, c'est ça. Et donc elle raconte que pendant ses études, elle rencontre quelqu'un en soirée et il a une odeur de bouche très particulière. Et elle se dit, tiens, c'est étonnant, j'ai jamais senti cette odeur de bouche-là. Elle sent quand même malaise avec cette odeur, mais pas pour, voilà, pas en le jugeant lui, mais en essayant justement de juger l'odeur et de savoir en fait ce que ça pourrait vouloir dire. Et en fait, elle apprend que quelques jours plus tard, ce jeune homme en fait, a mis fin à ses jours. Et donc en fait, ça a déclenché chez elle quelque chose, voilà, un grand questionnement. Et entre voilà, le tube digestif complet, l'intestin en particulier, et les relations qu'il y a entre le psychisme et cet organe-là, et comment en prendre soin. Donc c'était une lecture hyper intéressante, c'est un gros livre, mais hyper facile à lire. Mais je m'en sépare. Pourquoi je m'en sépare? Parce que je me dis que ça peut intéresser plein de gens. C'est un livre qui avait pas mal fait parler quand il est sorti. J'en entends plus du tout parler aujourd'hui. Et je me dis, voilà, si je le mets dans une petite borne à livres, ça pourrait intéresser quelqu'un. Donc voilà. Prochain livre, on a Ressac de Digli. Alors qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté ce livre déjà? Il était petit et j'arrivais pas trop à lire à ce moment-là. J'ai bien aimé la couverture, comme quoi la couverture ça joue. Et puis Digli, je sais pas, j'en avais entendu parler sans savoir vraiment qui c'était. Alors c'est un livre, donc c'est l'histoire d'une... Je pense que c'est quand même un petit peu autobiographique. Oui, c'est ça, c'est autobiographique. Elle est un peu dans un moment charnière dans sa vie. Je crois que c'est post-Covid, je me rappelle plus, hein, parce que ça fait quelques mois déjà que je l'ai lu. Et en fait, elle décide de partir dans un couvent, faire une retraite, un peu spirituelle, pour essayer de se retrouver au bord de l'océan. Et donc, bon, elle raconte en fait son pèlerinage, on va dire, dans ce couvent, et qui elle va y rencontrer, comment elle va évoluer dans son cheminement. Voilà, direction la Bretagne, c'est ça. C'était une lecture sympathique, j'ai apprécié, ma foi, le sujet. Je crois que c'était, oui, intéressant, mais en même temps, je trouve que c'est une écriture assez simple, enfin assez contemporain, disons, donc bon, on peut pas s'attendre non plus à ce que ce soit écrit comme Victor Hugo ou George Sand, mais j'étais étonnée en fait que ce soit publié, pour vous dire. Non pas que je trouve ça mauvais, mais j'imaginais peut-être que aujourd'hui encore les maisons d'édition attendaient des auteurs, une justesse, etc. Et bon, j'ai l'air assez critique comme ça, c'est pas tant que c'était mal écrit, puisque on suit bien l'histoire, on a quand même envie de finir la lecture, hein, puisque je l'ai finie, mais il y a certains passages où j'ai trouvé, je sais pas si vous trouvez ça, vous, avec les auteurs un peu actuels, c'est des phrases où il y a énormément d'adjectifs, ou d'attributs, chaque mot va être adjectivé. On ne peut pas faire une phrase simple, hein. Il faut que la porte, elle soit décrite avec sa couleur, avec la sensation qu'elle nous donne. Enfin, je sais pas comment dire, je sais pas si je peux vous trouver un passage. Voilà, rien que cette phrase-là, cet homme que j'ai connu si calme, si doux, est devenu une caricature frénétique. Vous voyez, caricature frénétique, ça, c'est quelque chose... c'est bien quand c'est quelquefois, mais je trouve que parfois c'est trop. Je trouve ça fatigant en fait qu'on adjective chaque substantif, si je me trompe pas dans les termes. Enfin voilà.
Donc je le garde pas parce que c'était pas un coup de cœur et que j'en garde pas une trace impénétrable en moi. Donc voilà, c'était quand même une bonne lecture, hein, enfin une lecture agréable. On passe au prochain livre. Prochain livre, 21 clés pour l'amour slow. C'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la lecture, c'est-à-dire que j'ai commencé avec du développement personnel et c'était après une rupture, donc j'avais besoin de retrouver un petit peu de foi en l'amour. Et en fait, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans la liste, enfin dans la, dans la pile des livres que je voulais peut-être donner, parce qu'en fait, je sais que ça m'a vraiment touché en plein cœur. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, hein, ça fait peut-être ouais, une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'on était dans le début de la frénésie de l'accélération avec le numérique, etc. Et donc là, c'était vraiment un livre pour essayer de se reposer, de s'ancrer dans quelque chose de plus lent, de plus doux, mais autour des clés de l'amour. Et vraiment, j'avais trouvé ça super. J'ai souligné quelques petites phrases. Nos relations affectives bénéficieraient amplement à s'inspirer du mouvement écologique. Imaginez que vous vous consacriez à quelqu'un et que vous lui offriez ce que vous avez de plus précieux, votre temps. Vous seriez alors obligé d'écouter ce qu'il ou elle vous dit, de mettre de la qualité dans le temps passé ensemble. Immanquablement, vous dépasseriez le niveau de vos conversations habituelles pour aller plus en avant dans l'intime et la connaissance de l'autre. Donc, c'est un souffle, je trouve, dans cette vie frénétique. Et j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je vais pas le, je vais le garder, je pense, peut-être pour le relire, parce qu'en fait, j'avais annoté un petit peu. Et je sens que j'ai besoin de ralentir en ce moment, donc peut-être que ça pourrait me faire du bien de le garder. Je le garde finalement. Prochain livre, on a Magma de Tora Orlefsdottir. Là, ça va être compliqué. Voilà, une autrice islandaise, donc un peu difficile de le prononcer correctement. Alors, c'est un texte que j'ai lu il y a un an et demi, quelque chose comme ça, donc c'est une lecture assez récente. Ce qui m'a intriguée, c'est la couverture. Je trouvais que c'était assez joli. Et puis le titre Magma, je me suis dit, tiens, peut-être que ça promet quelque chose d'un peu intense. Et c'était intense comme lecture. Moi, c'est vrai que je suis pas trop friande des lectures qui remuent trop, parce que j'ai une sensibilité assez forte, je suis assez impressionnable. Donc bon, c'est pas le genre de lecture que je recherche. Mais c'est vrai qu'il y a 1 an et demi où c'était pas l'époque du MeToo, hein, ça faisait un moment le MeToo déjà, mais je commençais à m'y intéresser dans le sens où je me disais peut-être que c'était important de lire des femmes qui racontent leurs histoires personnelles, intimes avec des hommes. Et donc là, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureux d'un homme très beau. Et cet homme-là, voilà, il a une emprise sur elle et il instaure une relation toxique en soufflant le chaud et le froid. Et elle ne s'en rend pas compte ou s'en rend compte très, très, très tardivement. C'était intense dans le sens où on se sentait presque sous emprise nous aussi et de voir donc eh bien, la vie de cette jeune femme qui finalement se fait happer par cet homme et aussi le côté très influençable des jeunes femmes ou de cette jeune femme dans ce récit. C'est vrai que moi je suis toujours triste de voir à quel point en tant que femme on se respecte peu soi-même et on se laisse prendre à ce genre de jeu, alors que, bon, évidemment, au fil de la lecture, c'est facile de le dire, de se rendre compte qu'il y a des problématiques. Mais que ce soit cette lecture ou ce que j'entends autour de moi, effectivement, j'ai l'impression que en tant que femme, on laisse passer beaucoup de choses en excusant finalement les hommes par leur jeunesse, leur immaturité, leur narcissisme. Ils disent pas que c'est un pervers narcissique. De toute façon, les pervers narcissiques, c'est pour un pourcentage de la population ridicule, hein, ça s'élève à même pas quelques pourcents, donc bon, on parle beaucoup de pervers narcissiques, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a un narcissisme fort, ça certes, mais en tout cas tout ça pour dire que effectivement à la fois ça m'a perturbée
en voyant la présence de cet homme dans la vie de cette femme. En même temps, je pouvais retrouver aussi des traits de caractère que j'avais pu voir chez certains hommes. Une bonne lecture. Néanmoins, je ne le garde pas parce que, effectivement, j'ai une sensation bizarre par rapport à ce livre et donc je préfère m'en séparer. Voilà. Après, l'écriture, c'était quand même haletant, on a envie de suivre l'histoire. L'écriture, je n'ai pas forcément, peut-être que c'est la traduction qui n'est pas à la hauteur, ça je pourrais pas le dire bien sûr, mais je pense que j'ai pas tant apprécié l'écriture. Bon là je relis une phrase que j'ai soulignée. Ça me désespère de l'entendre chanter ses louanges et passer son temps à me comparer à elle. En plus, il lui a dévoilé tout et n'importe quoi à mon sujet, comme le fait que je lui ai transmis la chlamydia alors qu'il garde farouchement tous ses secrets à elle. Donc c'est une écriture simple, qui m'a pas transcendée, mais l'histoire est intéressante. Néanmoins, je le donne. Prochain livre. Alors, ça sort complètement de ce que je lis habituellement. Je lis jamais ce genre de livre. Non pas que je veuille dénigrer ce genre de livre. Je les ai lus quand j'étais jeune. Alors pourquoi je l'ai lu? Je l'ai lu parce que je suis allée donc voir ce livre au cinéma. Donc je vous dis, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Au cinéma, je crois qu'ils ont gardé le titre en anglais, c'est It Ends With Us. Je trouve que d'ailleurs le titre initial est bien mieux, hein, ça se termine avec nous, alors que Jamais plus, bon, je trouve que ça transmet pas du tout l'idée du livre. Donc pour résumer, et j'ai adoré le film, pourtant voilà, ça pouvait promettre quelque chose d'un peu niais. C'était pas niais, j'ai trouvé que c'était très bien filmé, c'était profond. Donc quelle est l'histoire? Parce que c'est ça qui vous intéresse. L'histoire, c'est donc cette jeune femme qui s'appelle Lily Blossom. Blossom Bloom. Bon, déjà, voilà, c'est ça le côté niais, on va dire. Voilà, elle s'appelle Lily Blossom Bloom. Bon, c'est niais, c'est ça que j'aime pas trop. Mais c'est pas, on se fiche finalement du nom du personnage. Donc c'est une jeune femme qui évolue avec ses parents dans je ne sais quel endroit. Ah non, elle ouvre une boutique à Boston, mais elle vient un peu d'un village, d'une ville autre des États-Unis. Je ne peux pas vous dire laquelle. Et donc en fait, on la suit. Elle va ouvrir une boutique de fleurs à Boston. Et en fait, on va voir se retracer sa vie d'adolescente, et on comprend donc que son père violentait sa maman, qu'elle a assisté à des scènes violentes, et voilà, elle arrive à Boston, elle rencontre un homme, un chirurgien dentiste, et se profile ce qui doit se profiler, c'est-à-dire qu'elle reproduit le schéma, elle rencontre... cet homme-là est en fait un homme qui a des tendances violentes, et elle ne s'en rend pas compte au début. Ou en tout cas, il y a une histoire de déni. Là, on voit clairement que... Et dans le film, c'est très très bien fait. Justement, j'aimerais juste faire une petite aparté là-dessus. C'est que dans le film, en fait, les scènes de violence, elles sont masquées. Dans le sens où, par exemple, la première scène de violence, ils veulent sortir un plat du four. Lui, il touche le plat sans gants. Du coup, il enlève sa main parce que c'est trop chaud. Et en enlevant sa main, il la heurte au visage et elle tombe au sol. Donc on se dit, scène qui pourrait arriver. Et donc, elle se relève, elle a mal, il lui dit est-ce que tout va bien? Et la vie continue. Et en fait, on comprend au fur et à mesure que c'est sa vision, elle, qui est floue, qui n'est pas réelle, ou qui n'est pas la réalité. En réalité, lui, il l'a frappé parce qu'il était fâché pour X raisons, peut-être parce qu'effectivement il s'était brûlé, mais en tout cas, le coup est arrivé après. Mais dans le film, on est comme avec elle, dans le déni. Ah mince, cet homme-là l'a frappé, mais sans qu'on sache pourquoi, etc. Et au final, on voit que c'est un homme violent. Il y a aussi cette idée de pourquoi la violence, puisque on comprend aussi que lui a vécu quelque chose de traumatique quand il était enfant. Donc ça, bon, je vous laisserai lire le livre ou aller voir le film, qui explique, même si évidemment qu'on on ne doit pas pardonner, enfin c'est pas pardonner, justement si, je pense qu'on peut pardonner, dans le sens où on peut comprendre un contexte global, mais on ne peut pas accepter les violences, c'est ça que je veux dire. Donc évidemment qu'on n'accepte pas et on ne tolère pas les violences d'un homme envers une femme, ou peu importe, d'une personne envers une autre, mais ces violences peuvent être expliquées par un contexte venu de l'enfance, souvent. Donc ça, je trouvais ça très intéressant qu'ils n'omettent pas le fait qu'on puisse comprendre l'état violent interne de cet homme-là. Et ce qui est très intéressant avec cette histoire-là, et pourquoi le titre est intéressant, It Ends With Us,
qui n'est pas la même chose que jamais plus, c'est que donc au final cette jeune femme tombe enceinte de cet homme et elle comprend que si elle veut finalement stopper le transgénérationnel, donc c'est-à-dire que sa mère se fasse frapper, qu'elle se fasse frapper, et que potentiellement son bébé qui est une petite fille se rencontre quelqu'un qui soit violent, et cette tendance en tout cas à rencontrer quelqu'un de violent, eh bien il faut il faut que ça s'arrête avec nous. Et le nous, en fait, au début on pense que le nous c'est elle et lui, et en fait non, le nous c'est elle et sa fille. Et je trouve que c'est merveilleux en fait de retourner le truc en se disant oh tiens on va tomber sur une histoire d'amour, mais en fait c'est surtout une histoire d'amour d'elle à elle-même et d'elle avec sa fille pour arrêter de continuer ça. Alors pourquoi j'ai lu le livre? Parce qu'en fait c'est vrai que ça m'a tellement bouleversée, le film, je me suis dit tiens je vais voir ce que ça donne en lecture, j'avais envie de continuer à plonger dans l'histoire. C'est agréable, mais c'est une lecture voilà, que je dirais adolescente sans être méprisante. C'était agréable, je crois que je suis pas allée au bout, vous voyez, il me reste les quelques dernières pages. Je l'ai quand même lu très rapidement parce que ça reste un page turner malgré le fait que j'avais vu le film. Et je vous recommande vraiment le film, plus que le livre, malgré les polémiques qu'il y a eu entre, entre Blake Lively et l'acteur qui joue justement le compagnon violent. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai lu. Malgré tout, je ne le garde pas dans ma bibliothèque. Voilà, donc je le donne. Alors, Les Jours heureux de Adélaïde Clermont-Tonnerre. Ah, c'est marrant. Oui, alors en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors c'est marrant que j'ai voulu le donner. Bon, déjà, c'est vrai que j'aime pas trop la couverture. Bon, ça, c'est un peu superficiel de ma part, mais donc c'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Les Jours heureux. C'était un bon livre, franchement, j'ai bien aimé. Donc c'est l'histoire, bon, je vous lis, Édouard Vian et Laure Brankovic ont formé pendant 30 ans le couple le plus célèbre du cinéma européen. Ils ont fait une trentaine de films ensemble et un seul enfant, moi. À eux deux, ils ont créé une sorte de légende, lui à la réalisation, elle au scénario. Quant à moi, c'est une autre histoire. Donc c'est très intéressant. Alors moi j'ai énormément aimé le côté très artiste, fantasque justement des parents de ce jeune homme. On le suit du coup dans sa vie avec ses parents. Voilà, vous voyez les parents très artistes, ils sont ensemble, ils se séparent, ils sont ou plutôt ils sont ensemble, ils se séparent, ils sont ensemble. Enfin, vous voyez, c'est le couple éternel, mais qui se laisse un peu happer par ses désirs et ses pulsions du moment. Et au final, ça n'empêche pas un amour profond et intense. Et finalement, donc on suit un peu les pérégrinations de ce jeune homme qui lui aussi essaye d'avoir une vie d'artiste. Au final, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous dis pas ce qui se passe parce que c'est assez... L'intrigue, on voit pas du tout venir où ça va venir. Mais voilà, un des deux parents tombe malade. J'ai vraiment aimé cette lecture, j'étais prise dans le livre, ça je m'en rappelle. J'avais vraiment envie d'avoir la suite, à la fois sur l'intrigue, on va dire, entre les parents et ce jeune homme, mais également il y a des intrigues amoureuses. Bon, ça c'est peut-être plus... je sais pas comment dire. C'est un peu, vous voyez, comme dans la première saison de Game of Thrones, on est un peu obligé de mettre des scènes sexuelles pour, je sais pas, attirer le lecteur. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Il s'avère qu'après, ça peut aussi être... bah, ça fait partie de la vie aussi, hein. Donc dans les livres, on raconte la vie. Enfin, en tout cas, on essaie de raconter la vie. Donc je comprends que ces scènes aient existé dans le livre. Néanmoins, est-ce qu'elles étaient nécessaires? Je suis pas sûre. Malgré tout, je me suis laissée happer aussi par ces petites histoires d'amourettes et sexuelles. Donc voilà, je vais pas non plus cracher dessus. Très bon livre, mais je lui donne un autre livre. D'un monde à l'autre, avec Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, Le temps des consciences. Alors, je l'ai acheté avant qu'il y ait la polémique sur Nicolas Hulot, et donc j'avoue, je n'ai pas regardé a-t-il été condamné ou pas pour les accusations. Alors, est-ce que c'était des accusations de viol ou d'agression sexuelle? Je crois que c'était plutôt agression sexuelle ou harcèlement. Je ne me rappelle pas exactement, je ne suis pas allée voir. Si j'ai les infos, peut-être que je vous les mettrai en bas. Néanmoins, c'était à l'époque où il était ministre de l'écologie. Donc moi, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Frédéric Lenoir, c'est quelqu'un que je lis et que j'apprécie.
Et en fait, là, c'est la retranscription de conversations. Et donc, on rentre un peu dans la vie de la politique et de pourquoi est-ce que il y a une telle inaction quand on se dit, voilà, Nicolas Hulot, fervent écologiste qui est au ministère de l'écologie, ça va bouger. Il explique à quel point tout est verrouillé, à quel point peut-être il était trop naïf par rapport à d'autres politiciens plus aguerris et à quel point il a pu aussi se faire manipuler par les gens du gouvernement. Et par le président lui-même, vous voyez, de toute façon, c'est pas tant que les gens sont manipulants, c'est le système qui fait qu'on manipule et on se fait manipuler parce que c'est un peu la loi du plus fort, c'est comme ça que ça fonctionne en politique. Hein. Mais néanmoins, c'était intéressant et bien de voir que les gens en politique ne sont pas forcément dénués d'intention et d'engagement et de vouloir agir, mais voilà, quand le budget est restreint pour l'écologie, que voulez-vous que Nicolas Hulot fasse quand Bercy décide que, eh bien, qu'il n'y aura pas plus d'argent alloué à ce ministère-là. Enfin, et c'est très intéressant. Je ne me rappelle plus vraiment les parties de Frédéric Lenoir, pour être franche. J'ai trouvé que c'était vraiment une lecture très intéressante. Enfin, je lis pas beaucoup ce genre de livre, mais voilà, je le donne. Virginie Grimaldi, il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors ça, c'est pas du tout le genre de lecture vers lequel je me tourne habituellement. Encore une fois, c'est pas pour être méprisante, mais c'est ce que moi j'appellerais des romans de gare. Le seul moment où entre guillemets, je m'octroie ce genre de lecture, effectivement, c'est l'été, ou quand j'ai un gros coup de blues et que je sais que c'est le genre de lecture qui va un peu me remonter le moral. Et bien, malgré tout, c'était une très bonne... un bon moment, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas une très bonne lecture, mais c'est un bon moment. On suit l'histoire d'une maman qui a des problèmes d'argent et elle a 2 filles, et donc on suit à la fois la voix de la mère, mais aussi la voix des 2 filles, une fille adolescente et une fille qui est beaucoup plus jeune. Et en fait, avec ses problèmes d'argent, finalement, elle décide, et sachant qu'il y avait aussi des problèmes avec le papa de ces 2 jeunes filles, elle décide de partir faire un voyage en caravane et de partir en Scandinavie. Sachant que moi j'ai étudié 6 mois en Suède, à Stockholm, j'étais happée un peu par l'univers l'univers de la Scandinavie et un peu ce cocon qu'on y retrouve. Et je l'ai retrouvé, j'ai trouvé ça très doux, très... Donc en fait c'est l'histoire d'une aventure familiale. Et elle rencontre des gens sur leur chemin. Elle rencontre évidemment, il y a toujours un peu, pas une histoire d'amour, mais vous voyez, une histoire d'une rencontre entre un homme et une femme, mais qui est assez prémisse, hein, donc on voit pas du tout, on ne vit pas l'histoire d'amour entre les deux, mais on sent qu'il va se passer peut-être quelque chose entre donc la maman et un homme qu'elle rencontre sur son chemin. Et ce papa a un enfant autiste, donc ça amène aussi ce sujet-là, et le sujet d'une monoparentalité paternelle, ce qui est assez rare. Bon, une bonne lecture, 2 millions de lecteurs, bon, vous voyez, de toute façon, on fait pas 2 millions de lecteurs avec un mauvais livre. Donc voilà, je vous le recommande si vous avez un coup de mouille et que vous avez envie un petit peu de fraîcheur, même s'il y a quand même des histoires qui peuvent être difficiles entre voilà, ce père et ses filles et cette maman. Bon, voilà, moi ça m'a un peu mis mal à l'aise parfois, mais ça reste très, très abordable malgré tout en tant que lecteur. C'est pas un trigger warning, comme on pourrait dire. Prochain livre. Alors là, il y en a 3. Alors attention, ça va paraître bizarre. Ce sont des livres que j'avais quand j'étais très jeune. Nous avons L'art de faire l'amour à une femme, L'art de faire l'amour à un homme. Donc c'est de Linda Loupaget, et Oser rendre un homme fou de plaisir de Servan Verghi. Donc voilà. Alors pourquoi je les donne? Ou plutôt, ça me fait vraiment... donc je les ai achetés, j'avais quoi, peut-être 17-18 ans. J'avais mon premier compagnon, donc mon premier copain du coup, à l'époque. Et là, 15 ans après, enfin un peu plus de 15 ans après, retomber sur ces livres, je me dis, il y a quelque chose qui cloche quand même dans notre société. Comment est-ce que, bon, même si évidemment il y a
l'art de faire l'amour à une femme, mais bon, c'est l'art de faire l'amour à un homme, et vous voyez bien que l'autre que j'avais acheté, c'est comment rendre un homme fou de plaisir. Comment est-ce que j'ai pu tomber dans cet écueil, mais en fait non, on tombe toutes dans cet écueil, ou en tout cas la plupart d'entre nous, je pense, avec l'idée que, nous sommes donc femmes-objets, femme-objet, mais femme-objet qui doit être suffisante à l'intérieur de ces moments intimes, de notre sexualité, de la sexualité du coup partagée avec ces hommes, être suffisante, voire être toujours, donc on va dire en dehors de l'intimité la plus belle, mais à l'intérieur de l'intimité la meilleure. Cette pression à la performance, à savoir faire tous les... désolée pour l'expression, mais tous les tricks qui vont faire, entre guillemets, grimper notre compagnon au plafond. Je trouve que ça me met très mal à l'aise de voir que voilà, à 17 ans, j'étais dans cette idée-là, pour garder mon homme, il faut que je le rende fou de plaisir. En plus, j'ai relu quelques petits passages, mais c'est dégradant au possible, mais dégradant, vraiment. En plus, c'est imagé, alors autant vous dire que, bon, après, je trouve que, ma foi, pourquoi pas, c'est peut-être mieux que des films pornographiques. Bon, en plus de ça, il y a quand même des grosses préventions sur le sida, sur toutes les maladies sexuellement transmissibles, etc., etc. Donc ça reste pas mauvais en soi. Je veux dire, si des jeunes femmes et jeunes hommes tombent sur ces livres, c'est pas non plus 100% des lettres. Comment plaire en fait aux hommes, et comment réussir à garder son âme. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être une bête de sexe digne des films pornographiques pour faire grimper son homme au plafond? Et est-ce que vraiment une intimité sexuelle, c'est uniquement ça, faire grimper l'autre au plafond? Je suis pas sûre, c'est l'histoire d'une rencontre, de quelque chose de plus grand, de plus beau. Et voilà, là c'est vraiment réduire l'acte sexuel à uniquement la sexualité, alors qu'il me semble que l'acte sexuel, c'est la plus belle chose qui représente l'amour. Mais l'amour, pas... pas quelque chose de dégradant ni pour l'un ni pour l'autre, ni qui empêche de poser ses limites. Donc je suis très mal à l'aise d'avoir acheté ces livres-là, et en même temps c'est la preuve ultime de mon manque d'estime de moi en tant que personne. Et voilà, c'est comme ça. Je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire, mais je les garde pas. Alors là, j'ai toute une flopée de livres qui sont les Françoise Bourdin. Je sais pas pourquoi je voulais les donner, parce que, alors pour moi, Françoise Bourdin, c'est la première autrice que j'ai beaucoup lue, parce que moi je suis pas une grande lectrice initialement, enfin je me suis toujours un peu rebellée contre ça et contre mes parents qui voulaient que je lise, donc je lisais pas, et puis je suis rentrée dans la lecture par le développement personnel comme je vous l'ai dit, mais aussi avec les romans de Françoise Bourdin. Donc ma mère était un peu méprisante par rapport à Françoise Bourdin, roman de gare, etc. Mais c'est une amie que j'estime beaucoup qui m'en a parlé, qui elle était un peu fascinée par cette autrice. Et je dois dire que malgré tout, elle écrit des bonnes histoires. Bon, il y a malgré tout quand même l'idée d'un homme fort, puissant, peut-être presque dominant, mais il y a quelque chose de sensuel, on est pris dans les histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour homosexuelles également, ce qui était quand même pas forcément... c'était assez tôt, hein, je pense qu'elle a publié à partir des années 2000, donc... en plus, elle est décédée récemment, donc là, ça me fait de la peine de jeter ses livres, enfin de les donner en tout cas, alors que ça a fait... ma première partie, mon intronisation finalement au roman. Donc je crois que je vais quand même les garder finalement pour le souvenir. Donc du coup, il y avait L'homme de leur vie, Grand Paradiso, D'eau et de feu, si loin et si proche.
L'homme de leur vie, je l'avais adoré. Non, en tout cas, je vous fais pas le panégyrique, mais Françoise Bourdin, c'est quand même très agréable à lire et je vais les garder finalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Aurélie Valogne, En voiture Simone. Alors, bon, déjà, je déteste la couverture. On s'en fiche, vous allez me dire, mais bon. Pourquoi j'ai acheté ce livre-là? En fait, je m'étais inscrite sur Mentor Show. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site où il y a beaucoup de formations sur plein de sujets. Et là, c'était une formation en écriture, puisque moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelques années. J'essaie d'écrire de mon côté. Et en fait, donc j'avais suivi 2 formateurs. Il y avait Aurélie Valogne et un autre cours avec Franck Tilliez. Bon, c'était sur le thriller, donc j'aimais un peu moins, mais Aurélie Valogne, c'était hyper intéressant. Elle nous partageait toutes ses techniques, sachant qu'elle, c'est une autrice qui initialement travaillait à côté. Donc elle donne un peu des techniques, les techniques qu'elle a employées, elle, pour réussir à boucler son premier roman. Premier roman qu'elle a en réalité mis sur un site... comme un site Amazon, vous voyez, où les gens achètent. Elle passait pas par une maison d'édition, vous voyez, les gens achetaient puis mettaient leurs commentaires. Et en fait, il y a eu beaucoup de commentaires. Je crois qu'elle est montée en top des ventes sur ce site d'auto-édition, entre guillemets. Et donc, elle s'est fait repérer et elle a fini par être éditée. Et elle a écrit énormément de livres, hein, déjà, au moins une dizaine, hein, je pense. Bon, et du coup, je me suis dit, au vu de... Non, ça sent pas... au vu de l'engouement quand même, puisque si elle a publié une dizaine de livres, et aussi presque pour la remercier, entre guillemets, de ce cours, même si je l'avais payé, bien sûr, mais j'avais envie de la lire. Et donc j'ai pris ça, En voiture Simone. Déjà, le titre ne m'intéressait pas, mais malgré tout. Et donc, c'est bien écrit. Je vous le recommande pas, je ne l'ai pas fini, mais c'est quand même bien écrit. Donc je peux pas vous dire en fait si c'est bien ou si c'est pas bien en soi, puisque j'ai dû lire premier tiers. Si jamais il y en a qui l'ont lu et qui ont aimé, ou d'autres livres peut-être d'Aurélie Valogne qui vous ont plu, peut-être mettez-le en commentaire. Et comme ça, parce que je veux pas être vindicative ou vous décevoir d'aller le lire, ma foi. C'est peut-être bien, mais moi j'ai pas accroché, c'est tout. Voilà, donc je le donne. Et le dernier livre, c'est Olivia Ruiz, Écoute la pluie tomber. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le titre, j'adore la pluie, j'adore le côté sensoriel. Olivia Ruiz, j'étais intriguée, c'est quand même une artiste... pas qui a bercé mon enfance parce que je l'écoutais pas tellement, mais voilà, la Star Academy, etc., c'est quand même vraiment ma génération. C'était hyper agréable comme lecture, très ancrée dans un quartier, dans une époque, 1977, Marseillette, Carmen pleure sa nièce chérie. Il y a une intrigue, oui, c'est dans une hacienda en Espagne, où le franquisme fait rage. À la prison madrilène de Ventas, en passant par le paquebot transatlantique, Olivia Ruiz nous embarque dans les tourments d'une histoire qui s'entremêle à la grande, où l'amour triomphe de violence. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce livre. J'étais plongée dedans, ça me fait penser un petit peu à Elena Ferrante en Italie. C'est un peu le même genre, vous voyez, on est plongé dans une histoire de famille, donc là, espagnole pour le coup. On est embaumé en fait de son atmosphère. Non, très bien. Je sais même pas si je vais pas le garder finalement. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que cette première sera bien. Bye.